Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec art du lien. Je suis Émilie Segé-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a 10 ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats, de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différents pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de sciences ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres. Je vous propose de découvrir leur art du lien. Aujourd'hui, je rencontre Magali Bossard. Elle était hôtesse de l'air et a exercé pendant 18 ans dans le secteur aérien. Elle y a été formatrice en facteurs humains. Le Crew Resource Management, c'est l'analyse des facteurs humains qui entrent en jeu dans la sécurité des vols. On y parle de communication, de synergie, de décision, de mémoire, de fatigue, de stress, d'erreurs, de limites et de capacités intellectuelles. Beaucoup d'ingrédients fondamentaux dans le travail ensemble et les collaborations. Une nouvelle forme d'art du lien. Bonjour Magali Bossard, nous nous sommes rencontrés via le club de femmes ici et ailleurs, qui est un magazine qui présente des femmes inspirantes et aussi un club qui offre des rencontres également avec des femmes, mais aussi des hommes très inspirants. Des ateliers de développement personnel ainsi qu'une opportunité professionnelle pour tous celles et ceux qui veulent contribuer à le développer. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité, ton art, ta spécialité? Alors, écoute, moi j'ai 48 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle. J'ai exercé pendant 18 ans dans le secteur aérien, j'étais hôtesse de l'air et j'étais aussi formatrice en facteurs humains. Voilà, donc ça veut dire que j'animais des cours avec, on était toujours en binôme avec un pilote et on s'adressait à des pilotes, des hôtesses et des stewards. Donc les cours, ça s'appelle, on les appelait CRM, c'est de l'anglais Crew Resource Management. Et le but de ces formations, en fait, c'était d'améliorer la sécurité des vols en faisant en sorte que les acteurs prennent conscience en fait des risques liés à la gestion des ressources de l'équipage. Alors, Donc, ce qui oui, nous intéresse justement dans l'art du lien, c'était le fait que ces formations sont là pour créer du lien, de la communication entre les différents maillons de la chaîne pour la sécurité d'un vol dans un avion. oui. En fait, le CRM, si tu veux, il est né d'un constat comme quoi les avions étaient de plus en plus performants au niveau technique pur et que ce qui faisait un problème, défaut, c'était l'humain en fait et la gestion des ressources humaines en fait. Donc, l'idée, c'était que chaque acteur de l'aérien, et notamment ceux qui sont dans l'avion, donc aux premières loges, soit conscient en fait des fonctionnements des êtres humains, de leur propre fonctionnement aussi, pour pouvoir mieux interagir les uns avec les autres et justement améliorer la sécurité des vols. D'accord, donc tu vas nous expliquer exactement ça. Est-ce qu'on peut revenir un peu rapidement sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à, euh, à faire, à mener ces formations justement? Ce qui m'a amenée à devenir formatrice, c'est je suis quelqu'un de curieux, je suis curieuse. Heu, je lis pas mal de livres de psycho. Voilà, je suis un peu touche à tout et la sécurité des vols quand même, c'est quand on est hôtesse de l'air,
ça parle quand même, parce C'est une qu'on est vraie quand même au premier préoccupation. tu dis? C'est une vraie préoccupation, en effet. Voilà, oui. Heu et puis surtout, je crois l'importance du dialogue pour moi, de faire tomber les barrières, c'est important et c'est ce qu'on faisait quand on faisait du co-resource management, en fait, pour moi. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, voilà. D'accord. Du coup, tu es devenue hôtesse de l'air en formation initiale ou tu as eu d'autres formations et d'autres travaux avant, je crois. Tu n'étais pas destinée Alors au début, après ton bac, à être hôtesse de l'air. oui, alors, effectivement, moi j'ai fait des études d'allemand, j'ai fait une maîtrise d'allemand sur, la Shoah, qui est un thème aussi qui m'a toujours, intéressée, qui m'intéresse toujours actuellement et suite à ça, en fait, j'ai eu envie quand même de rentrer dans le monde du travail et je me suis pas mal cherchée et comme j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, et ben, je suis devenue hôtesse de l'air, un peu, voilà, sans grande conviction, mais quand même, ça me correspondait sur un certain nombre de points, voilà. Euh, Et à l'intérieur de cette mission d'hôtesse de l'air, du coup, tu as découvert au sein de certaines compagnies, c'était Crossair, tu m'avais dit, Britair, tu es devenue, du coup, ce métier-là, tu l'imaginais pas forcément avant, mais c'est en y rentrant que tu as vu la nécessité et vous avez construit cette mission finalement. Ces formations, vous les avez construites, elles sont toujours avec un pilote et avec un personnel au sol, c'est ça? non, ce sont les personnels navigants qui les animent, ces formations. C'est une obligation de la DGAC. Donc, c'est toujours, enfin là, en l'occurrence, c'est pilote et puis une hôtesse ou un steward. Donc, dans le jargon aéronautique, on dit un PNT pour le personnel navigant technique que sont les pilotes et un PNC, personnel navigant commercial pour dire les hôtesses et les stewards. Voilà. Donc, si tu veux, au niveau des thèmes qu'on a travaillés, on parlait beaucoup de communication, de synergie, de la décision, de la mémoire, on a parlé de la fatigue, du stress, de l'erreur, des limites et des capacités intellectuelles. Et en fait, on a pas mal décortiqué des accidents aériens. Concrètement, Pour... ça se basait sur des exemples de vols bon, à accident. Donc, Oui, il ne doit pas y en avoir énormément, mais assez pour faire des cas d'école et les décortiquer exactement. en se représentant le rôle de chacun. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, si tu veux, il y a certains accidents. Il y en a un notamment qui est très connu, c'est l'accident de Dryden, c'était au Canada, où on voit vraiment la succession de tous ces petits incidents qui ont fait que, mis bout à bout, bah, ça aboutit au drame. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes de communication et puis beaucoup de stress. Et la météo qui s'est ajoutée à tout ça, c'est-à-dire qu'il neigeait. Et un avion, pour voler, il faut quand même que ses ailes soient, on dit, propres. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de givre ou de neige, ni quoi que ce soit, en fait, qui va empêcher l'avion de décoller. Et là, étant donné que l'avion avait accumulé du retard, les pilotes étaient pressés de partir. Et du coup, on a laissé de côté la question des ailes de l'avion. D'accord. Donc, c'est un Et événement extérieur. En fait, voilà, il y a des événements extérieurs, la météo, le retard accumulé par d'autres situations avant. Et du coup, les gens sur place ont négligé tout ce contexte finalement. Ils ont pris cette décision sans appréhender le risque. exactement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est justement de se dire, parce qu'après, quand on est dans une situation où ça arrive fréquemment, où on est pressé parce qu'en fait, on a accumulé du retard, que les passagers sont mécontents, l'équipage aussi, il est fatigué parce qu'il accumule des heures de travail et que il a envie de rentrer chez lui ou il a envie que la journée se termine. Donc ça, c'est des biais aussi qui font que voilà, on peut avoir envie de partir. Et il faut aussi savoir de temps en temps s'arrêter, se poser la question de savoir
est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on est vraiment dans les clous? Est-ce que tout va bien? Voilà. Que les conditions sont réunies en interne comme en Exactement. externe, ouais. Ouais. Et ce qui est important aussi, et ce qui commence à s'étendre aussi dans l'aérien, ce que j'ai commencé à voir, c'est qu'on a commencé à former aussi les personnels au sol, c'est-à-dire tous les gens qui interviennent autour de l'avion. Parce que, par exemple, le bagagiste, en mettant les bagages, s'il voit qu'il y a 5 centimètres de neige sur l'aile, et qu'il en informe les pilotes, c'est quand même hyper intéressant. Parce que les pilotes dans leur cockpit n'ont pas la vision des ailes. D'accord, ils font le tour de l'avion, on est bien d'accord, hein. Les hôtesses, elles peuvent voir les ailes. Donc, c'est pareil, si elles voient quelque chose, il faut qu'elles le signalent. Mais c'est important que tous les acteurs, tous les gens qui interviennent autour de l'avion se sentent aussi concernés par la sécurité des vols. Quand ils voient quelque chose qui est pas comme d'habitude, hein. Donne son avis, enfin son avis, plutôt son regard sur la situation et du coup, tout doit concourir à prendre la bonne décision. C'est ça, c'est ça. Et Et ce qui était intéressant, voilà, c'est de faire intervenir tout le monde, enfin voilà, tout le monde ensemble, euh, sans question de hiérarchie. En fait, dans ces cours-là, il y avait pas de hiérarchie. C'est chacun exposait aussi ses problématiques, et c'est une meilleure connaissance en fait du travail de l'autre qui fait que l'équipage est meilleur en fait. exactement. Et donc là, justement, pour que tout le monde s'exprime, parce qu'on imagine que le pilote, en général, c'est lui le responsable, que le personnel navigant, ensuite, est un peu l'équipe voilà, qui permet le- l'assistance aux personnes, aux voyageurs, et que les personnes au sol, du coup, on imagine cette hiérarchie-là un petit peu, mais du coup, comment en formation, vous pouviez casser ces barrières et puis amorcer un dialogue plus équitable. Vous Ben, je aviez pense des que situations ou des jeux, il y avait des vidéos peut-être, des interviews que… oui, il y avait des vidéos. Il y avait aussi le côté d'animation en binôme qui était important parce que c'était pas un pilote qui faisait un cours à des pilotes, c'était un pilote et une hôtesse ou un steward qui faisaient des cours à leurs homologues en même temps. Donc, je crois qu'aussi l'exemple qu'on montrait en tant que formateur, de travailler ensemble avec les pilotes, ça avait aussi une répercussion sur notre auditoire en fait. Euh, Parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre nous, entre formateurs, tu comprends? Ouais. Donc du coup, je pense que ça avait une incidence. Et le fait, c'était vraiment volontaire que vous soyez du métier. Vous n'étiez pas des Oui, formateurs professionnels qui vous adaptiez à ce secteur, mais vous étiez des professionnels qui auraient pu vivre la même chose que les personnes que vous formiez. exactement. C'est une obligation de la DGAC, hein. Mm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce métier-là parce que je ne suis plus hôtesse de l'air, donc je ne pourrais pas animer ces formations. d'accord. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment de faire que chacun se sente un maillon de la chaîne de la sécurité de l'avion finalement, hein. Exactement. Parce qu'en fait, les hôtesses et stewards, ils sont le nez et les oreilles aussi des pilotes. Par exemple, je veux dire, parfois, il nous arrivait d'entendre des bruits suspects à la mise en route des moteurs ou des choses qui sont pas comme d'habitude, où on vole, etc. Et c'est important que les stewards et hôtesses aient suffisamment de confiance en eux pour aller oser dire s'ils ont un ressenti qui est particulier, Ouais. qu'ils appellent les pilotes et qu'ils leur disent. Et Voilà. peut-être générer un retard ou un petit stress supplémentaire, ou en tout cas, oui, peut-être mettre un grain de sable dans le rouage du décollage, mais en même temps qu'ils se sentent aptes, j'allais dire autorisés à le faire parce que c'est leur rôle justement. Et que… C'est ça, c'est ça. Mhm, d'accord. Et donc, tu m'avais parlé aussi d'un prolongement de cette formation auprès des contrôleurs aériens sur la communication entre les pilotes et les contrôleurs aériens qui ne se voient pas, donc qui ne sont pas par définition dans le même espace, mais qui travaillent ensemble pour le même vol, pour le même décollage ou atterrissage. Donc, ils ont quand même une grosse mission en commun et sur la collaboration du coup à distance.
Ça a été mis en œuvre ou tu l'avais travaillé en mode projet? Comment? Alors, en fait, moi, j'ai pas travaillé directement sur ce projet-là, mais j'en ai pas mal entendu parler. Ce sont des pilotes d'Air France qui ont travaillé en commun avec des contrôleurs aériens sur un projet qui s'appelait Pilotis et où l'idée, c'était que justement d'amener une meilleure connaissance du travail de chacun et donc de former un peu les contrôleurs au métier de pilote, aux contraintes qu'ont les pilotes dans leur métier, et inversement, de former les pilotes aux contraintes et qu'ont les contrôleurs aériens. Et l'idée étant que à la fin, le formateur, enfin le pilote, soit apte à parler du métier de contrôleur aérien à ses homologues pilotes et inversement que le formateur contrôleur aérien soit apte à parler du métier de pilote à ses collègues contrôleurs aériens. Donc c'est vraiment dans l'idée d'une connaissance du travail de l'autre qui améliore justement la collaboration. Parce que c'est souvent parce on est, surtout que là, ils ne sont pas dans le même espace, comme tu le disais. Donc, ça rend la communication plus compliquée. On n'a pas tout le non-verbal. Donc, Il n'y a pas tout c'est le plus… verbal, il ne faut pas se mettre à la place de l'autre. Du coup, là, c'était vraiment l'objectif de pouvoir s'imaginer à la place de l'autre, quoi. Voilà. Donc, c'est un projet, oui, oui, qui a été mené à son terme et qui a été fructueux, je pense. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le milieu médical, en fait, il s'est inspiré aussi de l'aéronautique. Ça D'accord. finit par comment dire, oui, par sortir de ce milieu. Alors, je regardais mes notes de mes cours et je revoyais qu'en 2004, il y a eu une enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins. D'accord. Donc, cette enquête est… Dans la transmission des informations, au niveau des checklists là, des médecins et toutes leurs équipes médicales, c'est au niveau de la transmission des informations ou même autre? autre. Là, en fait, c'était vraiment une enquête sur… comment dire, ouais, sur les événements, ce qu'ils appellent indésirables, et qui sont liés aux soins. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui meurent suite à des opérations. D'accord. Donc, ils ont étudié 8754 séjours, soit 35 234 journées d'hospitalisation en médecine et en chirurgie, et ils ont eu 450 événements indésirables graves. Or, c'est vrai que les médecins ont une obligation de moyens, non pas une obligation de résultat. Ce qui les différencie peut-être des pilotes, parce que les pilotes, le résultat, ils sont dedans dans l'avion, donc ils ont intérêt à ce que le résultat soit bon. Voilà. Et, mais quand même, ça pose question, en fait, tous ces événements indésirables. Et le professeur Amalberti, en fait, qui avait introduit les facteurs humains dans l'aérien, a fait tout un travail et continue à faire tout un travail dans le milieu médical, justement pour améliorer la sécurité, en fait, la sécurité pour le coup des patients. Oui. Donc, il y a eu effectivement l'introduction des checklists avant les opérations. On vous pose tout un tas de questions et le médecin a cette checklist en main pour bien vérifier et ne pas s'égarer. Sûr que tout Ensuite, le protocole de l'entrée du patient jusqu'au bloc opératoire, au moins, a déjà été suivi. c'est ça. Et puis, un truc tout bête, mais on vous demande, vous êtes bien Magali Bossard? Parce que si c'est Magali Bossard qu'on doit opérer et qu'on opère Tartampion, c'est pas la même. Enfin, je veux dire, on n'a pas les mêmes pathologies. Donc, on n'est pas forcément opéré de la même chose. C'est bien de déjà commencer par ne pas se tromper de patient. On est d'accord. Oui, ça commence par là, en effet. Hein. Donc, des choses, déjà, vérification de l'identité, des choses vraiment très simples, mais qui peuvent paraître idiotes, mais en fait, comment dire, Ils font partie de la chaîne, de l'enchaînement de petites sources d'erreurs qui, au final, peuvent donner des drames, en effet. Donc, exactement. Et en fait, ce chaîne de qu'il faut bien sécurité. voir, c'est qu'on est dans un environnement de travail qui est dynamique. Les médecins, on sait tous, en surcharge de travail. Enfin, je veux dire, donc c'est important de poser les choses aussi. Oui. À un Ça, moment, de dire stop, oui. On on appelle ça vérifie.
les facteurs humains, hein, c'est ça, du C'est professeur ça. Anna Alberti pour ceux et celles qui voudront approfondir. Moi, j'irai moi-même regarder parce que ça m'intéresse. En effet, l'aérien, le médical, ça peut s'appliquer à d'autres secteurs aussi. Tout ça en lien avec le stress, les conditions extérieures et le collectif. C'est ça. En fait, dans toutes les structures où il y a du collectif, c'est intéressant. Donc, effectivement, dans le milieu médical, enfin, pour moi, c'est particulièrement important que les choses avancent et qu'il y ait un vrai dialogue qui puisse s'instaurer entre les différents acteurs, entre les médecins, les infirmières, les cadres infirmiers, les aides-soignantes. Bon, j'ai travaillé un peu dans le milieu hospitalier il y a 25 ans. Dans certains services, c'était déjà le cas. Il y avait déjà des réunions où chacun pouvait prendre la parole, mais c'est pas du tout le cas partout. Et c'est vrai que il y a quand même en médecine, le vrai problème aussi, c'est le temps. Tout à fait. Ça, c'est très problématique voilà. Donc, et Et c'est ce qui est compliqué aussi un peu partout dans l'entreprise. Tout le monde est un peu sous pression et en fait, c'est toujours la course. oui, on cherche Et, l'optimisation, donc à réduire les moyens pour atteindre quand même les résultats visés. Donc, c'est sûr qu'à un moment, ça se tend jusqu'à la possibilité d'accident. Ouais. oui, D'accord. Je crois qu'en termes de formation en médecine, infirmière, dans les études, aujourd'hui, il y a un tout petit peu de ce qu'on appelle les humanités ou en tout cas des sciences sociales. Mais à mon avis, c'est plus en lien avec la relation aux patients. Euh, Après, il y a tout ce qui est analyse de pratique aussi pour travailler sur ces, sur ces gestes professionnels et sur le travail en équipe. Mais c'est vrai que ouais, c'est de plus en plus tendu. oui. Et je pense que ce qui serait intéressant, enfin, si c'était vraiment mis en place tel qu'on le faisait dans l'aérien, de trouver des moments où on peut réunir tous les acteurs autour de la table et qu'ils puissent se parler en toute bienveillance, je pense que déjà d'une, ça améliore la connaissance, comme je le disais tout à l'heure, du métier de l'autre et de ses contraintes. Et du coup, ça améliore vraiment la compréhension des uns et des autres. Et du coup, je pense que ça améliore la qualité des soins et puis ça améliore aussi le bien-être au travail, en fait. Voilà. Et donc, un argument entre guillemets économique, mais par là même la performance aussi, parce que quand Exactement. on est content de travailler dans de bonnes conditions, qu'on sait qui est qui, qu'il y a de la convivialité et qu'on redonne surtout du sens à son travail, ben, c'est vrai qu'on le fait mieux et avec plus d'entrain, donc on est plus efficace. Et du coup, voilà, la qualité de vie au travail, elle est aussi source de performance, hein. Au-delà, bien sûr, Exactement. qui est aussi l'épanouissement dans sa vie professionnelle, quand même, qu'on vise tous quelque part, parce qu'on y passe assez de temps en général. Donc, Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Et je pense que ça, c'est encore transposable aussi aux entreprises où, effectivement, ils sont, même s'il n'y a pas un enjeu vital dans les entreprises, non, mais je pense que c'est… c'est ce à quoi je pensais quand je disais de la performance en général, parce que Oui, les résultats à l'hôpital ou les résultats sur un vol d'avion, on peut les transposer en effet, tout ce qui est production, tous les services qu'on produit, qu'on qu'on propose au sein d'une entreprise. Donc voilà. Et quand tu disais autour de la table, on réunirait tout le monde, on parlait même des personnels d'entretien. Les femmes et les hommes de ménage, ils ont aussi leur regard sur le fonctionnement ils participent au fonctionnement des systèmes, hein, des activités. Donc c'est vrai qu'ils ont oui, aussi aidé par leurs apports à avoir une vision complète hein, de telles situations, quoi. entièrement d'accord. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le médical, c'est compliqué d'organiser ça, des réunions avec les hommes et les femmes de ménage, parce que il y a la question du secret médical qui se pose. Oui. Parce qu'ils ne sont pas personnels soignants, ils ne sont pas soumis au secret médical. Donc, donc Oui, c'est sûr. c'est Oui, oui. Après, là-dessus que c'est effectivement, compliqué. ouais, c'est à organiser avec les,
les zones de compétences de chacun, à mon avis, mais il y a moyen de créer plusieurs cercles, en effet, on va dire, d'analyse de pratique hein, pour être, sans galvauder cette technique, d'être, voilà, de travailler en synergie. Euh, Exactement. et du coup, comme on s'est connus dans un club qui s'appelle Femmes ici et ailleurs et euh, qui vise à valoriser l'apport des femmes dans la société, à partir du constat que seulement 20% des reportages ou des, euh, des, des représentations sont liées à des femmes et que 80% de ce qu'on voit à la télé ou dans les journaux est représenté et au sujet d'hommes. Donc, du coup, je voulais savoir un petit peu ton point de vue. Est-ce que dans le milieu aéronautique, il y a beaucoup de pilotes hommes? Est-ce que tu en as, femmes, pardon, je sais qu'il y en a beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Tu en as rencontré? Écoute, oui, j'en ai rencontré. Il y a même certains vols où nous n'étions que des femmes à bord. D'accord. Et c'était assez rare. Il y a 4% de femmes pilotes. Voilà. 4% de femmes pilotes. Et au niveau des stewards, du coup, là, on les voit, ils sont plus représentés quand même, mais c'est vrai que la majorité, c'est plutôt hôtesse. Oui ou non? C'est beaucoup plus équilibré, hôtesse et steward, que pilote. Ouais. Non, Et non, c'est beaucoup plus équilibré. est-ce qu'il y avait un travail à ce niveau-là ou pas, de la part des compagnies, de la part des professions en général? Pas ma connaissance. Alors après, Crossair, là où j'ai travaillé, nous n'étions que des hôtesses. Il n'y avait pas de steward. C'était une volonté du PDG d'avoir que des stewards, des hôtesses, pardon. Et bon, sauf qu'à un moment, il avait quand même été épinglé pour discrimination et ils ont fini par embaucher des hommes. Mais voilà, c'était très marqué. C'était très marqué. J'ai pas connu beaucoup de femmes pilotes chez Crossair. De mémoire, j'en ai connu une ou deux. Et par contre, mes collègues PNC, c'était que des femmes. D'accord. Mais il y a autre chose aussi qui était assez rigolo par rapport aux représentations que les gens ont des pilotes. Oui. Quand ils entendaient une voix de femme faire l'annonce, quand le pilote fait son annonce et qu'ils entendent que c'est une femme, comment dire, j'observais en fait les gens notamment stressés en avion, leur réaction quoi. Je sentais Et un que facteur de stress supplémentaire pour eux? voilà, c'est ça, ça fait du stress bon, moi c'est vrai que j'avais un malin plaisir à dire aux passagers quand il y avait deux femmes pilotes, je pouvais pas m'empêcher de le dire en fait. Je trouvais ça assez rigolo parce que moi j'avais autant confiance. Oui, c'est vrai qu'il faut ouvrir un peu les horizons pour s'imaginer deux femmes dans le cockpit. Et, euh, Ouais. et pourquoi pas? Et d'ailleurs, vous avez survécu et ça s'est très bien passé, n'est-ce pas? Exactement. Et il y a des femmes contrôleuses aussi, j'en ai Voilà. rencontré, des contrôleuses aériennes. Il y a peut-être plus d'ailleurs de contrôleuses que de pilotes, mais je n'ai pas les chiffres en fait pour les D'accord. contrôleurs aériens. Bon, et donc de cette formation, tu disais oui, de cette activité de formation, tu disais que tu étais très curieuse et que du coup, tu fonctionnais un peu aussi aux opportunités. Du coup, là, tu es en reconversion Oui, professionnelle et tu vas te diriger vers l'enseignement, devenir prof oui, de français langues étrangères. c'est ça. Tu peux nous dire un peu comment tu envisages ton travail ou là, c'est encore un peu trop tôt? C'est un peu tôt, mais là pour l'instant, je vais commencer un diplôme universitaire de didactique du français langue étrangère. Et puis, je vais faire en parallèle des activités de bénévoles, notamment à la CIMAD, pour mettre en pratique en fait ce que je vais apprendre à la fac cette année. C'est vrai que comment dire? C'est vrai que j'aime être en contact avec du public et notamment des adultes, du public adulte. Et puis, j'aime aussi être en contact avec des étrangers, entendre différentes sonorités. Il y a toujours eu ça dans ma vie. C'est aussi ça qui m'avait amenée à être hôtesse de l'air. C'est pour voyager, voir du monde et des gens d'un peu partout dans le monde. C'est ça que j'aime aussi chez Femmes ici et ailleurs, c'est que c'est pas franco-français, même si c'est produit en France, on est d'accord, mais ça parle du monde entier.
c'est ça que je trouve intéressant. Et avec l'enseignement du français langue étrangère, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des publics différents et d'un peu partout dans le monde. Donc, je ne sais pas encore quand je travaillerai quel public j'aurai précisément, parce que je ne sais pas encore dans quelle structure je serai amenée à exercer. Mhm. Mais, Et en tout mais cas, c'est vrai que c'est ça qui me fait envie. ton choix là est motivé vraiment par ton souci de la transmission, de rencontrer des personnes de cultures différentes et d'enrichir et de t'enrichir par la relation humaine, on C'est dirait. ça, Mm. c'est ça. C'est par rapport à une citation de Gandhi, être le changement que tu souhaites pour le monde. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment de vivre cette idée? Comment tu l'aperçois? Bah, disons que j'essaie de vivre en accord avec mes valeurs. Donc, je fais pas mal de bénévolat. Je m'intéresse à différents sujets, à l'écologie aussi, par exemple. C'est vrai que tu vas me dire, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'apporte aussi. Et donc voilà, donc j'essaie de rester cohérente en fait avec mes valeurs. D'accord. Une personne ou une organisation avec qui tu aimerais collaborer, qui t'inspire? Je pense beaucoup à des gens qui sont décédés malheureusement. Oui. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Gisèle Halimi. Mhm. Je trouve qu'elle a un parcours exemplaire. Elle est incroyable. Elle est vraiment. Enfin, j'ai pas beaucoup d'idoles, mais si, c'est un peu mon idole. Mais après, j'aime aussi. J'ai d'autres idoles, hein, notamment Gandhi, Nelson Mandela. Me touchent énormément. Les personnes en gros qui se sont battues pour les droits humains, hommes ou femmes. C'est ça. Et est-ce que tu aurais du coup un autre message à passer, quelque chose dont on n'aurait pas parlé, qui te tient à cœur et que tu aimerais partager là? Ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui, en fait, c'est l'importance du décloisonnement. Je veux dire, quoi qu'on fasse, on a besoin des uns des autres. Je veux dire, c'est important de décloisonner, d'amener les gens à se parler, à se comprendre. Ça ne peut que aller mieux. La société ne peut que aller mieux si on arrive à se parler les uns les autres. Or, si on reste chacun enfermé chez soi, enfin, on ne fait pas avancer le schmilblick. Enfin, je m'exprime pas très bien, mais Si, je on crois comprend très très bien. Et ça remplit vraiment les lignes du podcast Art du lien. Merci Pégali, on sait maintenant comment impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art du lien. Merci Émilie de m'avoir donné la parole.